Et retour sur notre plateau de débat après le film, donc l'attentat que vous venez de voir, réalisé par Yves Boisset en 1972. On va débattre de cette affaire, de ce cold case franco-marocain avec notre invité Gamal Abina et pour une fois sur le plateau avec nous. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Vous êtes journaliste spécialiste des questions internationales. Avec nous également Zine Cherfaoui, journaliste spécialisé également, consultant de l'émission. Bonsoir Zine. Bonsoir Samia, bonsoir aux téléspectateurs de Canal Algérie. Et Sami Kaidi est avec nous, comme d'habitude, journaliste spécialisé également. Bonsoir Sami. Bonsoir. Alors, je vais commencer avec vous, Gamal Abina. Je le disais, c'est l'une des affaires judiciaires les plus vieilles de France et 60 ans d'enquête, donc des clés essentielles manquent encore pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire et de ce qui est vraiment arrivé à Mehdi Ben Barka, ce fameux 29 octobre 1965. Pourquoi, selon vous, cette affaire continue de susciter de l'émoi, en tout cas? D'abord parce qu'elle n'est pas résolue. On sait ce qui s'est passé, il y a des témoignages, on connaît les barbouzes, il y en a qui ont témoigné spontanément. Mais ce qui pose problème, c'est pas seulement le fait qu'il ait été enlevé en plein Paris, au cœur du quartier latin, devant cette fameuse brasserie de Libre. D'ailleurs, c'est commémoré tous les ans. Il y a des collectifs, j'y ai participé, qui allaient déposer une gerbe de fleurs et puis rappeler que ça n'a pas été résolu. Ouais. C'est qu'il y a plusieurs implications. D'abord, le personnage en lui-même. C'est un personnage riche, haut en couleur. Un vrai anticolonialiste qui a commencé à 14 ans, avec un long parcours, qui a cofondé les Circlales, qui s'est inscrit dans une démarche anticolonialiste et au fur et à mesure, avec conscientisation, une démarche plus socialisante, beaucoup plus internationaliste, la fameuse tricontinentale. Oui. Une lecture dans le monde, c'est un personnage qui est haut en couleur parce qu'il était respecté, parce qu'il était attendu à Bandung, parce qu'il était vraiment, la figure de proue qui faisait de l'ombre à Hassan II, dont on sait qu'il était extrêmement prétentieux de sa personne, et qu'il n'était pas intéressant d'ailleurs, mais qui était effectivement vraiment nourri de haine vis-à-vis de ce personnage en couleur. Donc il a été assassiné, pourquoi? Parce qu'il représentait un autre Maroc possible, peut-être républicain, certainement pas moyenâgeux, ça a été dit, et surtout le représenter l'espoir d'une réforme en profondeur d'une société qui était clairement, on parlait de Moyen-Âge, dans une situation calamiteuse, pas d'éducation pour la plupart de la population, des réformes agraires qui n'ont pas été conduites, une paupérisation, des riches de l'autre côté immensément riches qui en profitaient, et un système verrouillé politique qui ne donne la parole à personne qu'au roi et à sa nomenclature. Et donc, lorsqu'on va assassiner ce personnage-là, parce qu'il a été assassiné, on va non seulement le voler, donc on va le kidnapper. En plein cœur de Paris quand même, c'est pas rien, avec sans doute le concours de la police française ou d'éléments de la police de renseignement français, avec certainement une bienveillance évidemment, peut-être de la CIA, du Mossad, puisque le Mossad avait tout intérêt aussi à se débarrasser de cette figure, avec évidemment l'idée que les services marocains étaient à la manœuvre. On parle beaucoup d'Idriss Pasri, mais avant lui, il y avait effectivement Oufkir, le général Oufkir, qui sera par la suite assassiné par Hassan II. Et donc tous ces éléments-là sont constitutifs d'un drame qui a une résonance énorme parce qu'on ne trouve pas le corps. Pas de corps. Corpus delicti, comme on dit, pas de mort. Et quand il n'y a pas de corps et pas de mort, il y a donc un mystère qui l'entoure. Mais, et c'est le plus important... Pas de corps, pas de crime. Hein. C'est ça, tout à fait. Donc, pas de poursuite possible. Et ce qui se passe, c'est que donc la famille, évidemment, qui toute sa vie imaginera n'importe quoi, mais ne verra pas ce corps. Et on a imaginé, ça a été dit d'ailleurs par les barbouzes, que le modus operandi en termes de disparition du corps est le même qu'on a utilisé pour un autre grand personnage anticolonialiste, qui était Patrice Lumumba, qui sera fondu aussi dans l'acide dans les mêmes conditions et reparti dans le désert. On ne sait pas s'ils sont... Si, ça a été dit, c'est très documenté. C'est-à-dire que les gens parlent après, mais les États ne reconnaissent pas les crimes. Je ne parle pas de Lumumba, je parle de Ben Barka. Il y a eu des... On n'est pas sûr que son corps ait... Il y a eu des témoignages qui vont dans ce sens. C'est pas certain, mais des témoignages dans ce sens-là. Effectivement, on ne peut rien affirmer parce qu'il n'y a pas eu d'enquête. Pas une fausse enquête, il y a une enquête qui est arrivée. Il n'y a pas eu de conclusion, évidemment. Il n'y a pas eu de mise en accusation directe et claire, même s'ils ont commencé à le faire par la suite. Mais très tard, je veux dire, on parle de 30 ans. Donc c'est vrai que 40 ans même. Donc il y a des enfants qui est Bachir, le fils de Mehdi Ben Barka, le fils aîné, qui réclament effectivement justice pour sa famille. Parce qu'ils ont tous été impactés. Mais surtout, là, je vais le dire à titre personnel, une perte énorme pour le Maroc. Cet homme voulait alphabétiser. Quand Hassan II disait « je parie sur une minorité, je parie sur une élite », cet homme voulait une réforme agraire qui aurait bénéficié à tous les paysans, ce que Hassan II ne voulait pas, parce qu'il voulait garantir effectivement ces précarés. Et cet homme avait une lecture du monde qui était modernisante, qui était intégrée à l'économie mondiale, intégrée à l'anticolonialisme et certainement une lecture sociale. Et justement, anticolonialiste, politique socialiste moderne, marqué très à gauche quand même, avec il a été cofondateur du parti Istiqlal, effectivement. On peut dire panafricaniste?
Oui, il était panafricaniste du moment qu'il plaidait aussi pour la fin de l'apartheid. Oui. Donc c'était déjà quelque chose à l'époque. C'était déjà un signal. Et donc, c'était peut-être un peu trop pour une monarchie pro-vassale, on peut le dire littéralement, vis-à-vis des puissances occidentales notamment, une monarchie absolue, c'était trop. Il faut rappeler que Mehdi Ben Barka avait activement milité pour le retour du roi Mohamed V. Oui, il avait beaucoup activé pour le retour du roi Mohamed V qui avait été déporté à Madagascar. Mais j'aimerais juste insister sur le personnage, sur Mehdi Ben Barka. C'est quand même une figure exceptionnelle. Mehdi Ben Barka, c'est quelqu'un qui commence à militer quand même à 14 ans. Et c'était quelqu'un quand même qui a eu la chance d'aller à l'école, de faire le lycée, d'obtenir un baccalauréat. À l'époque, c'était pas évident pour quelqu'un. Il était très brillant, qui était d'extraction, qui venait de la classe moyenne. Donc, c'était pas quelqu'un qui venait de la classe bourgeoise. C'est quelqu'un qui a réussi à faire des études, qui a décroché son bac avec une mention très bien, qui fera des études de mathématiques. Il transitera par Alger. Et c'est à Alger aussi qui sera influencé par le parti du peuple, par le PPA, algérien. Et donc, et c'est là qu'il a compris que l'émancipation du Maroc était indissociable aussi de l'émancipation de tout le Maghreb. Oui. Donc, c'était quelqu'un qui portait tout le Maghreb, qui avait tout le Maghreb à cœur. Et donc ces idées, si vous voulez, ce tropisme anticolonial, etc., il n'est pas interdit de penser qu'il l'ait pris au contact déjà des militants indépendantistes algériens. Donc voilà, donc c'est quelque chose de... Vous avez anticipé sur cette question, effectivement, ses liens avec l'Algérie ont été déterminants dans même après l'indépendance, il revenait à Alger. Politique. Donc Ben Bella, l'ancien président algérien, comptait parmi ses amis. Il y avait Amical Cabral qui était là aussi. Il y avait Malcolm X qui était là. Che Guevara qui séjournait aussi à Alger durant les années 60. Et donc, si vous voulez, il y a eu les conditions. Il a été structuré par le combat libérateur et par l'anticolonialisme. Et c'est quelque chose qui ne pouvait pas convenir à la monarchie marocaine. Alors, je suis tenté de dire que Mehdi Ben Barka avait commencé très tôt à faire consensus contre lui. Alors, anticolonialiste, anti-impérialiste, il n'était pas anti-monarchiste, mais il plaidait pour une modernité politique au Maroc, une modernité sociale, etc. Donc il était en confrontation directe avec les démocraties libérales de l'époque. Donc effectivement, il y avait beaucoup de personnes qui voulaient effectivement mettre fin à ces jours. Il commençait réellement à déranger. Il commençait à déranger au niveau du Maroc parce qu'il était considéré comme l'ennemi public numéro 1 de la monarchie de Hassan II, pas celle de Mohamed V. Mais justement, pourquoi ça a basculé ? Un roi réformateur, un roi que l'on pourrait aujourd'hui qualifier d'assez moderniste. Mohamed V serait resté, on aurait eu peut-être une monarchie constitutionnelle comme il en existe en Espagne. Ça serait passé, c'était d'ailleurs le projet de Mehdi Ben Barka, une monarchie constitutionnelle. Absolument, absolument. Preuve en est, du temps de Mohamed V, Mehdi Ben Barka était président du Conseil consultatif marocain, l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une assemblée nationale. Oui. Et donc à l'époque, il avait plaidé pour le peuple marocain était à 95% analphabète, donc alphabétiser le peuple marocain, abroger certaines lois qui étaient en usage du temps du protectorat français, mais qui continuaient à être utilisées après 56. Donc, après la chute du protectorat français ou la fin du protectorat français. Bon, bien évidemment, tous ces projets-là dérangeaient la bourgeoisie, dérangeaient tous ceux qui voulaient un statu quo social et politique. Oui. Samy, justement, Mehdi Ben Barka, ou l'affaire Mehdi Ben Barka continue de susciter l'émoi, continue de susciter aussi les interrogations, parce que c'était une figure emblématique, Mehdi Ben Barka, de stature internationale. Oui, c'était une figure assez centrale
qui s'est distingué par ses positions courageuses. On a parlé de sa défense contre l'oppression en Afrique du Sud, donc en l'occurrence le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Il a aussi pris une position courageuse avec notre pays. Il faut rappeler qu'en 1963, il avait vivement condamné l'attaque du Maroc, du régime marocain contre notre pays avec la guerre des Sables. Et effectivement, ça a forgé aussi sa stature très internationaliste, très en faveur des droits, tout d'abord des droits de son peuple qui sont malheureusement bafoués. Voilà, car au final, tout oppose la monarchie marocaine avec la figure même de Mehdi Ben Barka, qui se caractérise effectivement par finalement un progressisme, tandis que la monarchie marocaine est infiniment conservatrice, rétrograde et moyenâgeuse. Ben Barka, c'est aussi celui qui a une politique en faveur de l'unité des pays de la région, tandis que très rapidement le régime marocain s'est accoquiné avec l'impérialisme, avec le capitalisme, et c'est très intéressant de voir qu'au final, à la tête de cette assemblée consultative, Mehdi Ben Barka avait compris que le roi du Maroc était un instrument docile du néocolonialisme, et il l'a clairement dit. Et ces liens avec l'Algérie, ça a pu aussi déranger tout à fait. Car tout d'abord, comme il a été évoqué sur ce plateau, il s'est inspiré et il a été nourri par les idéaux de la glorieuse révolution algérienne qui s'est déclenchée en 1954, c'est-à-dire au moment où il a émergé sur la scène internationale et sur la scène marocaine. Mais même avant, c'est-à-dire qu'au niveau tout son parcours politique s'est construit effectivement avec les idéaux du PPA, donc du Parti du peuple algérien. Il a d'ailleurs fondé un deuxième parti après l'Istiqlal. Oui, l'Union nationale des forces populaires. Oui, effectivement. Et il faut dire que le Maroc et son régime monarchique est construit sur une idéologie irrédentiste, expansionniste, qui n'a cure des intérêts de la région. Et donc finalement, il y a une opposition frontale, notamment sur cette position-là. Ouais. Et d'ailleurs, Gamal Abina, Ben Barka était déjà dans le viseur de la France, déjà. Oui, tout à fait. Parce que les impérialismes sont extrêmement surveillés. Oui, surveillés, mais il y a eu des tentatives d'assassinat qui préexistaient déjà. Oui. Il était. Dont une qui avait été maquillée par un accident de voiture, sur les en 1962. C'est très grossier. Ça, c'était au Maroc. C'était au Maroc. C'est au Maroc seulement. C'est pour ça qu'il a pris la fuite. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a toujours. Enfin, il a pris la fuite. Il s'est réfugié plutôt. Il s'est exilé en Égypte. Ce qui se passe, c'est que quand on a une figure aussi puissante, avec autant d'intelligence, c'est un homme qui est très très brillant, qui était mathématicien, ça a été dit, qui faisait de bonnes études alors qu'il vient d'une classe moyenne, ça a été rappelé aussi. Quand on a un personnage qui est charismatique, c'est une question de charisme entre Hassan II qui était absolument... Alors justement, est-ce qu'on peut mettre cette affaire sur le compte de la rivalité entre le roi Hassan II, le roi de l'époque, et Ben Barka? Ou est-ce que c'est beaucoup plus complexe? Je ne vous cacherai pas que j'ai une détestation absolue pour Hassan II pour des raisons personnelles, puisque mon père a fait la guerre des sables et qu'il a été contaminé à cause de Hassan II. Donc je le déteste cordialement. Mais au-delà de ça, oui, on ne peut pas parler de rivalité parce qu'il y a un nain de jardin avec un géant. Donc la rivalité est difficile. En réalité, on peut parler de jalousie maladive. Hassan II était petit. C'était son précepteur. Enfin oui, mais précepteur, Hassan II est capable, il a été quasiment sur la tombe de son père dans son hôpital, une heure après il meurt. Bon, on se pose des questions sur le personnage. Moi je pense que Hassan II est un personnage qui a toujours été frustré, petit, un peu une sorte de Napoléon raté, qui aurait voulu exister. C'est pourquoi d'ailleurs son expansionnisme maladif est lié à cette position. Quand on est petit, on veut du gros. Et on a un personnage comme Ben Barka qui avait une vision énorme de l'Afrique du Nord, le PPA l'a influencé, et qui avait une projection dans le monde qui dépassait de loin les frontières marocaines, et qui a été considéré de façon beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus crédible comme un homme politique que Hassan II n'a jamais été. Hassan II, c'est un petit roitelet qui était un agent de l'Occident. Je veux dire, son pays, c'est quoi? Qu'on a toujours décrit comme étant un esprit très vivace, très brillant. Non, c'est ridicule. Non. Les gens qui croient à ça, c'est ceux qui s'aveuglent. Quand je voyais emprunter ces vieux poncifs de la littérature française, Montesquieu disait avec cette espèce d'emprunt ridicule, pour se donner une contenance. Il n'y avait pas de fond dedans. C'est une façon d'aligner des phrases qui donnent le sentiment qu'il est très intelligent, mais il n'était pas intelligent. Il faut être un peu sérieux. Et surtout le choix de l'ultralibéralisme. Un pays pauvre, il faut savoir que le seul pays d'Afrique ultralibéral, c'est le Maroc, c'est le seul, il n'a pas dit ça. Et donc, quand on oppose deux visions de la société, deux visions sociales antagoniques et antagonistes,
ça crée des frictions violentes dans un contexte de guerre froide. N'oublions pas que la guerre froide est là, qui s'était rapproché des Russes, on sait aussi, qui s'était rapproché des Tchèques, qui s'est rapproché de Cuba. Donc tous ces éléments-là ont été constitutifs d'une volonté de tuer. Parce qu'à ce moment-là, les Français, les Anglais, évidemment, les Américains, le Mossad, toutes les forces qu'il combattait se sont un peu réunis. Lui, et il était seul. Se sont ligués contre lui. Une conjonction d'intérêts. Bambarka a été tué le 29 octobre 1965, une année avant la tenue de la tricontinentale en 66. Dans laquelle il était très attendu d'ailleurs. Oui. Il était la cheville ouvrière, il était dans le comité de préparation de la commission de préparation de la rencontre. Et il n'a pas pu s'y rendre. Et c'est à partir de là que la tricontinentale, en réalité, elle n'a pas eu l'écho qu'elle aurait pu avoir, et donc ça n'a pas trop duré. Après, la tricontinentale... Alors, il faudrait expliquer aux téléspectateurs ce qu'est la tricontinentale. C'est l'une des raisons qui aurait pu pousser cette conjonction d'intérêts entre le Maroc, les pays, les démocraties libérales de l'époque, etc., à vouloir tuer Mahdi Bambarka, peut s'expliquer par le fait que Mahdi Bambarka voulait fédérer tous les mouvements de libération dans le monde. Ce qu'on appelle le Sud global aujourd'hui, d'ailleurs. Le Sud global, et créer une espèce de troisième voie. Oui, de front contre l'impérialisme. Une convergence de tous ces groupes. Bien évidemment, c'est suffisant pour être en tout cas c'était perçu comme une menace par le monde libre vraiment entre guillemets. Oui. Mais s'il a été ciblé, c'est parce qu'il avait cette aura. Il avait une aura internationale, il fédérait autour de lui. Monsieur Abina soulignait l'intelligence de Mahdi Bambarka, mathématicien, bachelier. Je crois qu'il a eu son bac non seulement très tôt, mais il a sauté des classes. Classé premier, donc en plus, mathématicien. Alors qu'il faudrait préciser qu'il est allé à l'école complètement par hasard. Il attendait son frère derrière le portail de l'école, et c'est incroyable. C'est l'enseignant qui a eu un peu pitié de lui, parce qu'il attendait tous les jours son frère derrière la porte, et il l'a fait entrer. Il a fait entrer en classe. Il passera 2 années à Alger en 44, de 44 à 46, donc il vient pour poursuivre ses études. Donc c'est là qu'il est au contact du PPA. Mais ça c'est une autre histoire. Alors la tricontinentale, si vous voulez, elle s'oppose aussi au mouvement des non-alignés qui constituait une sorte de troisième voie. Alors, le bloc de l'Est, et vous avez aussi les pays occidentaux de l'autre. Donc à l'époque, il s'est opposé frontalement à Hassan II, qui le voyait, c'était peut-être pas personnel, mais qui le voyait comme une menace pour son trône aussi. Parce que, comme le disait tout à l'heure Monsieur Abina, le projet de société défendu par Bambarka s'opposait frontalement au projet de Hassan II. Donc c'est un Maroc moyenâgeux, etc. Donc voilà. Donc si vous voulez, Mahdi Bambarka a évolué à une époque où il s'était fait le maximum d'ennemis. Donc il avait fait consensus contre lui. On peut dire que finalement il menaçait la monarchie marocaine telle qu'elle a été conçue et qu'elle existe encore aujourd'hui. Tout à fait, parce que la monarchie marocaine comme elle est conçue, c'est pour servir de vassal finalement à des puissances étrangères. Elle est composée aussi, elle gravite autour d'une bourgeoisie comprador. Et il faut dire que la particularité aussi j'ai envie de revenir un peu sur cette tricontinentale, parce qu'il y a un aspect qui est important, c'est que la tricontinentale avait pour projet aussi ambitieux de s'opposer à la présence militaire, de bases militaires dans le territoire des pays dit du Sud global, en fait. C'est un peu anachronique de parler de Sud global, on parlait de tiers-monde à cette époque-là, mais il y a un continuum assez intéressant, et effectivement Ben Barka était quand même un phare j'ai envie de dire, dans un pays qui était obscur, qui était dirigé d'une main de fer, car on parle après quelques années plus tard d'années de plomb, etc. Il faut rappeler ce que c'est que le régime de Hassan II. C'est un régime qui est construit aussi sur l'interdiction de toute forme de liberté, l'oppression, la torture. D'ailleurs, il faut rappeler que les pires régimes étaient l'ami aussi de Hassan II. Il faut rappeler que l'antité-sioniste était un des piliers fondamentaux du pouvoir aussi de Hassan II. Il a servi de relais pour les intérêts sionistes dans la région.
Probablement, Mobutu va se réfugier chez lui. Tout à fait. On a aussi le Shah d'Iran, enfin toutes les pires canailles de l'histoire de l'humanité vont. Exactement. Donc il y avait une convergence de toutes ces puissances d'oppression, etc. Et il faut rappeler que la main aussi des services sionistes, du Mossad, est avérée dans la disparition puis l'assassinat de Mehdi Ben Barka, car il faut rappeler que Hassan II est ce triste personnage qui a vendu la Ligue arabe et qui a permis la victoire de 1967 contre les armées arabes. Avec des enregistrements à l'insu des dirigeants arabes, effectivement. Oui, alors juste à Casablanca. Pour les gens qui s'intéressent à l'époque Hassan II et particulièrement à la torture qui était pratiquée dans les prisons marocaines de l'époque, il y a 2 livres qu'il faut lire. C'est les frères Bourkat et la famille Oufkir. Ils ont passé 20 ans en prison. Tazmamar. Donc c'est incontournable et vous verrez, lorsque vous lirez, vous aurez froid dans le dos. Le général Oufkir qui a lui-même pris part à cette... Oui, à 2 coups d'État. Bon, le premier, il a pu... on l'a pas... Mais c'est le coup d'État des aviateurs. C'est ça, les aviateurs. Le coup d'État des aviateurs. Et donc, suite à cela, Oufkir est exécuté. Et sa famille est jetée en prison pendant 20 ans. C'est pire que la prison, parce qu'ils sont enterrés quasiment vivants. Oui. Avec l'absence de lumière, tout à fait, c'était vraiment dans des conditions barbares. C'est un bagne, mais... Oui, alors vous avez les témoignages encore plus récents de Abraham Sarfati. Pour revenir au détail de l'affaire Gamal Abina, il y a 2 écoles clairement qui s'opposent sur les conditions de l'assassinat de Mehdi Ben Barka. La première affirme que sa mort n'était pas intentionnelle en fait, et qu'elle relevait de la bavure. Mehdi Ben Barka aurait dû être livré au roi du Maroc de l'époque. La deuxième, et d'après des témoins directs qui ont aussi disparu dans des conditions troubles, avance que avoir vu le général Oufkir asséner un coup de poignard à la victime qui est Mehdi Ben Barka. Alors, ces 2 écoles, on n'arrive pas à trancher jusqu'à aujourd'hui entre ces 2 affirmations. Parce que personne ne va avouer le crime, évidemment, c'est compliqué à porter. Ensuite, bon, qui finira exécuté. Parce que dans ce Maroc des années de plomb, il faut appeler ça une dictature infâme, parce que les années de plomb, c'est mignon, ça fait un petit peu joli poids, mais c'est pas le but. Le but, c'est qu'il écrasait sa population, qu'il y avait une délation permanente, il y avait une peur de l'étranger. Vous parliez à un Marocain en France, il avait peur de parler du roi, c'est dire le niveau de peur qui ressemble par bien des égards aux polices politiques de l'Est, comme Ceausescu. C'est toujours le cas, au passage. Oui, mais c'est moins visible. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était vraiment massif. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que parce que le fils a su un petit peu modeler un peu à son image ce système dictatorial, moi j'appelle ça une dictature, mais bon. Et donc simplement, oui, quelle que soit la méthode qui a été utilisée, de toute façon, quoi qu'il en soit, on ne saura jamais la vérité, parce que les criminels ne peuvent pas la dire. Parce que ça implique trop de personnes au-delà même de l'acteur de Hassan II, parce que De Gaulle dedans, qu'est-ce qu'il fait? On ne sait pas. Est-ce qu'il a été débordé par ses services ou pas? On ne le sait pas. C'est probable, mais on ne le sait pas. Et surtout, c'est la méthode d'exécution qui, semble-t-il, parce que Hassan II, il ne faut jamais perdre de vue, bon, un égo surdimensionné, on le sait déjà, mais avait une haine viscérale de Ben Barka. Sa haine était tellement délirante qu'il se serait délecté de voir une séquence de torture de ce malheureux. Donc je pense vous croyez à quelle version? Comment? Vous croyez Moi, je pense que la seconde version, celle de Fkir qui serait venu avec un couteau, ça ne m'étonnerait pas. C'est un peu le côté, j'allais dire presque, on parle de meurtre rituel de la mort d'un homme qu'on va égorger comme un mouton, quoi. Mais et donc ça voudrait dire aussi que ce général qui était le ministre de l'Intérieur de l'époque, le ministre marocain, se serait déplacé lui-même et aurait été à l'aise finalement, suffisamment à l'aise pour commettre un crime sur le sol français. Encore récemment, on a vu ça avec l'Arabie, parce que les rois, ils aiment bien ces trucs un peu moyenâgeux. Oui. Bon, l'Arabie avec Khashoggi, je veux dire, voilà. Je sais pas, il semble-t-il regarder. Donc ce serait pas étonnant. Moi, j'allais dire simplement, c'est que ces gens-là aiment le côté. On parle de Moyen-Âge, mais vraiment, on est dedans, quoi. Les vieilles armes, le couteau, machin. C'est vraiment pour dire, voilà, ces gens-là veulent moderniser, on va les ramener à l'âge de pierre. Oui. Et ça, on l'a déjà entendu même en Irak, par rapport aux Américains. Oui. Donc il y a toujours un petit peu ce côté ritualisant, un peu malsain, qui est dans la tête d'un homme comme Hassan II, qui se prenait pour, évidemment, une lumière, mais qui, à côté, il méprisait tout le monde. Et en même temps, c'était pas un héros. Le coup, effectivement, des aviateurs, ou après, toutes les tentatives d'assassinat, il le faisait payer très cher à ses opposants. Oui. C'était des tortures. Toute la famille subissait, d'ailleurs, on en a parlé. Hein. Oui. Moi, j'ai lu le livre sur la famille Oufkir. Malik Oufkir, oui. Mais, absolument. Donc, vous ne croyez pas à la thèse de la bavure? Non, la bavure. Ça, parler de bavure, c'est aussi stupide que de dire, par exemple, que le jeune Lahaine n'a pas été tué par un policier à bout portant. Je veux dire, c'est tellement énorme, évidemment que c'est pas une bavure, c'est une commande.
On ne peut pas faire une bavure quand on va organiser tout un processus pour enlever un homme. Non, mais il aurait pu être kidnappé pour être rapatrié au Maroc. S'il était arrivé au Maroc, imaginons qu'on va dans cette direction. Oui. Qu'est-ce qui empêche le Maroc d'appliquer la même méthode qu'ils auraient fait en France? Oui, mais ça ne se serait pas passé en France. Oui, justement. mais bon, la symbolique de la France... C'est l'objet de ma question. C'est que ça s'est passé. Était un homme de gauche et d'extrême gauche quasiment, considéré en pleine guerre froide comme un odieux communiste. Par exemple, tout à l'heure on parlait de trilatéral, c'est quoi? Tricontinental. Tricontinental. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les gens du Sud, enfin les pays du Sud, essaient de s'émanciper du Nord. C'est un peu ça l'idée. Et il y avait quand même un hiatus entre les communistes russes et la Chine. La Chine qui s'inscrit dans un pays qui a été colonisé, ce qui n'ont pas été les Russes, colonisé, et qui dit on parle le même langage que vous. Ce qu'on a un peu aujourd'hui. Maintenant, ils se réconcilient. Mais à cette époque-là, il y a déjà une rupture entre la Chine et l'URSS. Une lutte de leadership. Tout à fait, voilà. Ouais. Et Ben Barka, on lui a reproché de se rapprocher de la Chine. Exact. Donc, encore une fois, on parlait d'ennemis possibles, potentiels. Bon, je ne dis pas que c'est les Russes qui l'ont fait. Mais les Russes auraient peut-être pas forcément vu d'un mauvais œil que Ben Barka soit moins important. Après, il y a un témoignage d'un ancien agent du Marzen qui est en exil, Ahmed Boukhari, et qui avait formulé textuellement le fait que Ben Barka avait été exfiltré vers le Maroc, puis torturé et jeté dans une cuve d'acide. Donc on voit à peu près que... C'est possible, selon vous? Ça a été le cas avec Lumumba. Qu'il aurait été assassiné en France. En fait, il y a deux versions. Voilà. Alors, la première version, décapité, la tête a été envoyée à Hassan II pour qu'il... confirme. Qu'il se satisfasse de la mort. L'exécution a été bien faite. Et puis, bon, le corps aurait été enterré dans une forêt parisienne, ou du moins pas très loin de Paris. La seconde version, c'est qu'effectivement... Son lieu de sépulture serait connu, d'ailleurs. Oui. En tout cas, dans certaines archives. Beaucoup de lieux sont cités, mais on ne sait pas exactement où. Bon, aucune recherche n'a été faite. Non, du tout. Et la seconde version, c'est la version que tout le monde connaît. Son corps aurait été transporté au Maroc, puis dissous dans de l'acide. Donc voilà, les versions sont là. Mais encore une fois, tout le monde à l'époque. D'ailleurs, ça m'étonne qu'une personnalité telle que lui n'ait pas cherché à mieux se protéger, parce que déjà, il se savait déjà depuis quelques années auparavant qu'il était... Mais alors justement, son fils a parlé de cet aspect que vous évoquez tout de suite. Et dans une interview à un média français, son fils Béchir affirme que lorsqu'il était venu en France ce fameux 29 octobre, il se sentait en relative sécurité. Il avait rendez-vous avec des proches de De Gaulle, sinon de De Gaulle lui-même, et il pensait qu'en France, les autorités françaises ne se permettraient pas un acte criminel de la part du pouvoir marocain contre lui. Et c'est là où le piège a fonctionné, parce que ce sont des policiers français qui l'ont interpellé. Il avait même demandé à vérifier leurs papiers. Et c'est en toute confiance qu'il les avait suivis. Il ne pouvait pas se douter que des policiers iraient sous-traiter un complot organisé par le pouvoir marocain. Ben Barka a clairement été trahi par la France. C'est ce que dit un peu... C'est trahi, mais c'est des barbouzeries. C'est des barbouzeries. Ce serait pas étonnant. Le problème de Ben Barka, c'est qu'il a eu un défaut. C'est un péché d'orgueil. Il se savait important, il avait raison, il était important, et il pensait que du fait de son importance, il n'y avait rien à craindre. C'est-à-dire qu'il a fait confiance à l'ancienne puissance coloniale. Oui. Il a fait confiance, on est à 2 encablures du 17 octobre 61, donc c'est quoi, c'est 5 ans, c'est 4 ans avant. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas résonné chez lui. Il s'est dit, je suis important, je compte dans le monde, on fait attention à moi, ils ne vont pas me faire ça en France. Oui. Et il a baissé la garde. Particulièrement en France. Il se sentait plus en sécurité dans des pays comme l'Égypte ou ailleurs. C'est paradoxal, car il faut rappeler qu'il a échappé à plusieurs tentatives d'assassinat. La première au Maroc en 62, mais également quelques années plus tard en Suisse, à Genève, où il faisait des allers-retours régulièrement. Et puis il faut rappeler que cette année 64, c'est un tournant parce qu'il est condamné aussi au Maroc pour complot contre la monarchie et complot contre le roi. Donc finalement, il y avait cette décision qui pendait au-dessus de sa tête, telle une épée de Damoclès. Et qu'il a fini par être gracié. Ouais. Mais bon, alors si partant de là, on observe que c'est donc une exécution extrajudiciaire et qui n'est somme toute pas une surprise de la part du régime marocain. En même temps, c'est forcément extrajudiciaire quand c'est à l'extérieur du territoire en plus. Tout à fait. Mais quand on voit la sauvagerie un peu de ce régime qui, en parallèle, quelques années plus tard, a programmé la destruction d'un peuple, le peuple sahraoui, en le colonisant, en le pillant et en
en le dépeçant aussi de sa souveraineté. D'ailleurs, je pense que si Ben Barka... Justement, la question n'était pas d'actualité, n'était pas du tout d'actualité, la question du temps de Ben Barka. La question du Istiqlal avait occidental. À l'époque, non. Non. Oui. Mais je pense qu'il se serait démarqué car... il en a parlé. Istiqlal avait déjà des vues d'expansion et lui, il s'est opposé à ça. Donc c'est pour ça qu'il se serait retiré de l'Istiqlal. Alors, il s'est retiré du parti Istiqlal parce que Istiqlal refusait de mettre en œuvre son programme de réforme aussi. La droite de l'Istiqlal était contre la réforme agraire. Était féodale. Mais pour revenir à l'assassinat de Ben Barka et de l'attitude de la police française, des renseignements généraux, du SDEC, ancêtre de la DGSE. Et il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque. Les services français de l'époque, on l'aura, chose qui a été vérifiée en Algérie, les services secrets de l'époque, la police, en réalité, n'étaient pas connus pour leur discipline aussi. Donc, d'ailleurs, c'est suite à l'affaire Ben Barka que le général de Gaulle rattache le SDEC au ministère français de la Défense. Parce que De Gaulle, à l'époque... C'était une conséquence directe de parce qu'il considérait qu'il n'en faisait qu'à leur tête, qu'il y avait trop de barbouillis, justement, etc. Donc, bon, là, mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est... Alors, côté marocain, on sait que c'est le général Oufkir qui a été chargé de liquider Ben Barka. Là, ça ne fait aucun doute. C'était la volonté de Hassan II. Oufkir a exécuté. Oui. Donc, le doute persiste sur le rôle de Limi. Mais dans le cas français, maintenant, la question qui se pose... Qui est Limi ? Alors, est-ce que l'État français est impliqué, oui ou non, dans l'assassinat de Ben Barka ? Une chose est certaine, c'est qu'une partie de la police, une partie des renseignements et une partie du SDEC ont été impliqués dans l'assassinat de Ben Barka. Alors justement, à ce propos, Paris a toujours prétendu avoir eu connaissance de l'enlèvement de Ben Barka après sa réalisation. De nouveaux témoignages recueillis fin 2004 par le juge d'instruction, Patrick Ramael, alors chargé de l'affaire, sont venus contredire la version officielle et ouvrir donc la voie aux accusations de non-dénonciation de crimes, voire de complicité. Les documents déclassifiés des services secrets français attestent que l'opposant marocain était un individu très surveillé par la France. Donc il y a des témoignages qui ont contredit la version officielle qui disait que la France n'était pas au courant. Donc, la France officielle, après il faut voir à quel niveau remonte justement... Mais vous dites justement que De Gaulle a fini par rattacher le SDEC à... C'est une manière de se démarquer. Le patron du SDEC a sauté, il a fait remplacer le patron du SDEC et il fait rattacher le SDEC au ministère français de la Défense. Donc il y avait eu à l'époque déjà un retentissement. N'oublions pas que le général De Gaulle lui-même a échappé à un attentat. Tout à fait, oui. Ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'on parle beaucoup de deep state, d'État profond aujourd'hui. De Gaulle, effectivement, a échappé à un attentat, le petit Clamart, mais pas seulement, c'est que De Gaulle, d'abord, c'est l'homme de la fin de la guerre d'Algérie, donc on est à 3 ans après. Et on lui en veut encore. On lui en veut, oui, il y a beaucoup de gens qui veulent ça pour. Ensuite, surtout, il n'y a pas un gouvernement français, c'est une idée un peu... C'est abscon de dire un gouvernement. Il y a un leader, le chef de l'État, hyper présidentiel, qui s'occupe beaucoup de questions internationales, et il y a l'intérieur. Et il y a une concurrence, on le voit même, on l'observe aujourd'hui avec l'affaire Macron et Retailleau. Il y a une concurrence entre les services de l'État, le chef de l'État, et les services qui travaillent pour lui, et qui étaient vraiment très détachés. C'est pour ça qu'il y a eu une réforme. Et il n'est pas impossible de penser, et j'en suis même persuadé, parce que récemment, il y a une... Fabrice Arfi a fait une petite recherche sur le 17 octobre. On voulait savoir si De Gaulle était ou non impliqué dans les meurtres des Algériens. Est-ce qu'il a donné l'ordre de le faire ? Est-ce que c'est seulement Papon et le gouvernement français ? Je parle du gouvernement en termes de ministre. Eh bien, c'est bien Papon et ses ministres. De Gaulle n'était pas impliqué. De Gaulle l'a su a posteriori. Il a demandé une enquête qui va faire long feu, puisque 6 mois après, ils vont laisser tomber. Et il se rend bien compte qu'on ne lui obéit pas. C'est-à-dire qu'il est seul face à un système. Et c'est là que c'est intéressant. C'est que je pense sur Ben Barka, il est probable, vu la hauteur de Gaulle, qu'un homme comme Ben Barka, il ne l'aurait pas sacrifié. Alors, justement, donc c'est le niveau d'implication aujourd'hui Qu'est-ce qui reste à déterminer ? Le niveau d'implication politique des responsables français. Au Maroc, il n'y a pas de... Au Maroc, on sait qui est le commanditaire. Mais alors, on peut parler donc de fiasco judiciaire, mais on sait qu'il y a des archives secrètes, Samy, secrètes qui sont toujours verrouillées.
est-ce que, selon vous, la raison d'État, comme on le dit en France, concernant cette affaire, va l'emporter définitivement sur la vérité judiciaire? Oui, incontestablement, car à chaque fois que les autorités françaises ont lâché du lest et ont permis de consulter certaines archives, ça a toujours été considéré comme étant insuffisant par le fils Ben Barka. Et en l'occurrence, je pense que la raison d'État va l'emporter comme dans plusieurs dossiers. C'est-à-dire que si on fait un parallèle avec les derniers événements qui concernent par exemple la Révolution et les archives verrouillées à vie. Donc, des archives verrouillées à vie. Tout à fait. Et qui sont aussi classées sous le sceau du secret défense. Et c'est une manière de les faire disparaître, si je puis dire. Et je pense que si on se concentre sur les archives, ça ne sera pas une source qui sera assez fiable, car finalement, je pense que tout ce qui peut être compromettant ne sortira jamais. Mais sur quoi on peut compter aujourd'hui? Il pourrait y avoir encore des témoignages, des personnes qui ne se sont pas encore exprimées? Possible. Alors, il y a les archives françaises, il n'en reste plus grand-chose. Les archives du Mossad et les archives américaines. Oui, mais c'est surtout les archives de la CIA qui... moi, je pense que les Américains connaissent les tenants et les aboutissants de l'affaire. Ils ont les éléments pour comprendre... Comment ça se fait que la CIA dispose d'archives, justement cette affaire. Oui, et puis Ben Barka, on le disait tantôt, c'était quelqu'un d'extrêmement important. Il était suivi par tous les services de l'époque. Le Mossad s'occupait justement, avait pour mission de filer le Mahdi Ben Barka. Durant l'assassinat de Mahdi Ben Barka, si vous voulez, c'est eux qui ont fourni, si vous voulez, toute l'aide logistique pour justement commettre l'assassinat de Ben Barka. Donc on parle d'implication du Mossad dans l'assassinat Oui, alors pratiquement la majorité des sources évoquent une implication du Mossad. Et ça ne m'étonne pas car, encore une fois, le régime de Hassan II et même de son fils sont extrêmement liés au régime. Même maintenant, j'ai un conflit. Par exemple, en 73, quand le 6 octobre, les Arabes attaquent, il y a une trahison classique qu'on entend des régimes royaux. Et à un moment donné, il y a un retournement de situation par rapport aux années 70, plutôt, Septembre Noir, en Jordanie, où il y a un massacre des Palestiniens. Et il y a des troupes syriennes qui vont en direction de Amman pour en finir avec ce dictateur. Et l'aviation israélienne est au-dessus pour le protéger. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils veillent à ce que leur sous-fifre bosse pour eux, ils les protègent. Donc Ben Barka était un concurrent direct du roi Hassan II, il ne fallait absolument pas prendre de risques avec lui. Donc il était naturel que Mossad fasse partie, évidemment, de cette équation criminelle. Et très rapidement, vous avez abordé quand même cette question de la CIA. Il faut rappeler qu'il y avait une antenne aussi de la CIA à Rabat. Donc ça peut permettre aussi de... CIA qui est partie prenante aussi dans l'assassinat aussi de Moubar. Ils sont toujours d'accord entre eux dans leur service. Oui. Et souvent contre les mêmes profils de politique, de leaders politiques. Alors, il faut dire aussi qu'il y a donc ce secret défense en France et le refus aussi par le Maroc, évidemment, de répondre aux commissions rogatoires internationales sur cette affaire. En 2001, pourtant, le roi Mohamed VI affirmait, je cite, « Il est normal que l'épouse de Ben Barka et son fils veuillent savoir où se trouve la dépouille de Mahdi Ben Barka, mais le temps est peut-être venu de voir ce dossier différemment et je suis prêt, pour ma part, à contribuer à tout ce qui peut aider la vérité. » C'est des paroles qui n'ont jamais été suivies de faits, évidemment. Il y avait peut-être, et je pose vraiment la question, peut-être une volonté, à l'époque c'était l'année de son intronisation, 2 ans après, 99, c'était un jeune roi et qui avait suscité beaucoup d'espoir à l'époque, en rompant avec une image très brutale de son défunt père. Et donc, il y avait peut-être cette volonté de Mohamed VI de contribuer effectivement à mettre la lumière sur cette affaire. Mais peut-être que l'État profond, à un moment donné, mais là c'est plus complexe. Aussi la CIA, le Mossad a repris le contrôle. Non, pas nécessairement. La question de la problématique marocaine, c'est que si on remet en cause les fondamentaux de cette monarchie, tout s'effondre. Par exemple, vous voyez la question du RIF. On n'en parle jamais au Maroc. Abdelkrim Khattabi n'existe pas. Parce qu'Abdelkrim Khattabi était trahi par le sultan. Le sultan, c'est l'ancêtre de... Donc il y a une filiation de la trahison. Et là, c'est vrai que lui, il est arrivé tout neuf, tout frais.
peu expérimenté, évidemment, même s'il était préparé par un père qu'il n'aimait pas tellement, et il voulait être en rupture avec son père. Donc c'était évident que le roi des pauvres, on sort, bain de foule et tout, on ne peut pas lui retirer ses qualités, les gens l'aimaient. C'est vrai, pourquoi? Parce qu'il pouvait sortir sans avoir des gardes du corps nécessairement autour de lui, ou des tireurs d'élite comme son père. Mais il a fait des promesses qu'il ne pouvait pas tenir. Alors, est-ce qu'il l'a voulu ou pas? Je ne sais pas, on n'y est pas dans le cœur des gens. Mais une chose est certaine, c'est que de toute façon, plus on avance, parce qu'il a peut-être parlé trop vite, plus on avance dans le dossier, plus il sait que son père aurait été impliqué, évidemment. La méthode aurait été révélée, parce qu'il la connaît, sa méthode. Et à ce moment-là, ça aurait écorné sa fameuse image royale, enfin l'image royale de son père. Et ce qui se passe, c'est que vous avez vu, par exemple, toutes ces instances qu'il a mis en place après pour parler des années plomb, réconciliation, machin, chose, truc, ça c'était du baratin. On parle de tout, mais on ne condamne personne. C'est ça le principe marocain. Vous pouvez en parler, pas de problème. Allez, épanchez-vous. Oui. Comme si on était sur un divan. Tout à fait, ouais, une façon de faire. Mais bon, ça change rien. En fait, il y a les meurtres et pas de condamnation. Donc moi, je pense que plus encore ce Ben Barka, qui était un espoir extraordinaire pour ce pays, ils ont tout intérêt à ne pas en parler. Parce que quand on voit, in fine, que c'est quoi, c'est 50 ans, plus 50 ans après 60 ans, ouais, par rapport aux conséquences directes, c'est 60 ans après, il y a encore 30 à 40% de la population qui ne sait pas lire et écrire, alors que cet homme voulait apporter la connaissance à tous. C'est un homme qui vient du petit peuple et qui ne savait pas lui-même lire et écrire, on l'a dit tout à l'heure. Et bien tout ça, ça a des conséquences lourdes et ça reste dans l'inconscient collectif. Donc je pense que le Maroc est passé à côté de son histoire avec la perte d'un personnage comme celui-ci. Il n'y a pas eu d'autres Ben Barka d'ailleurs. Non, il n'y a pas eu de réformateur, il n'y a plus rien eu après. Ouais. Après, on a le petit roi qui est arrivé, qui a essayé, mais bon. Moi, j'ai eu toujours le sentiment, quand j'ai vu arriver cet homme, qui n'a pas une tête de haineux. Hein. C'est particulier. Quand vous voyez, c'est pas un homme qui respire la rancœur ou la haine. Quand il est arrivé, j'ai eu le sentiment qu'on lui a donné un costume très grand qu'il ne voulait pas porter. C'est pas qu'il ne le pouvait pas, il ne le voulait pas. Je vais apporter quand même. Oui, malheureusement. Nuance, c'est que 1999, avec l'accession au trône de Mohamed VI, se caractérise par quelque chose. J'ai l'impression que son père tenait un peu plus l'état profond, tandis que lui s'est tout de suite soumis aux sécuritaires. Je ne sais pas celui qui est écarté, non, il y a quand même quelques... Voilà, non, c'est vrai qu'il écarte Driss Bassari, qui était ministre de l'Intérieur et proche collaborateur de son père, mais très rapidement, il va se former d'une équipe de sécuritaires avec Hamouchi, etc. Oui. Et là, on observe que très rapidement, il y a un raidissement. Non seulement il y a un raidissement, mais très rapidement, les sécuritaires prennent les rênes et les manettes du pouvoir. Et finalement, Mohamed VI apparaît comme étant finalement qu'un homme de paille, des véritables décideurs. Donc, même s'il l'avait voulu, il n'aurait pas pu... Oui, je pense. Car il s'est très rapidement rangé. Voilà, s'est rangé. Rattrapé par l'état profond. Alors, il y a tout de même cette instruction où cette affaire judiciaire continue d'être active, avec, je disais, 14 juges d'instruction. Le 5 septembre, ça avait commencé en 66, le procès des accusés dans l'enlèvement de Mehdi Ben Barka s'ouvre à Paris. Il s'achève en 67. Entre autres détails, Antoine Lopez et Louis Souchon sont condamnés à 6 et 8 ans de réclusion. Le général Mohamed Ofkir et la bande de Georges Bouchès, celui qui a dit que c'est lui qui l'aurait tué. Un truand donc habitant à Fontenay, le vicomte chez qui fut probablement donc exécuté Mehdi Ben Barka, sont condamnés par défaut et à la réclusion à perpétuité. Ça a été un procès expéditif, mais cette instruction qui est toujours active, qui est toujours ouverte, fait peser tout de même une forme de pression aujourd'hui ou pas du tout? Ou est-ce qu'elle est juste symboliquement active? Oui, mais de toute manière, la vérité, tout le monde la connaît. Il y a une implication. Oui, mais symboliquement, il faudrait rendre un verdict. Oui, c'est d'abord important pour la famille. Pour la famille Ben Barka, c'est extrêmement important. C'est important pour l'histoire. Il faudrait qu'on sache un jour comment les choses se sont réellement passées. J'aimerais juste faire une petite digression. On parlait tout à l'heure du général de Gaulle. Alors, il n'est jamais bon pour un pays qu'on commette un attentat sur son sol. Oui. Surtout que ça a défrayé la chronique pendant des années, toute la presse française, presse internationale. Ce qui alimente la thèse de la bavure. On a parlé. Et donc, à l'époque, ça avait déplu, au président français de l'époque. Pour lui, c'était une atteinte à la souveraineté. Oui, il n'a pas supporté. Il n'a pas supporté. Et donc, là, il n'est pas exclu que l'affaire ait pu être décidée à un niveau peut-être inférieur. Mais une chose est sûre, c'est que l'implication des services des deux pays, peut-être même les services d'autres pays, on a cité le Mossad, mais il peut y en avoir d'autres,
Et contribuer à l'organisation et à l'exécution de cette Ce qui donnerait un caractère international à cette affaire. Ah oui, absolument. Oui. Oui. Et donc, pour revenir à ma question, l'instruction judiciaire qui est toujours en cours fait peser une forme de pression sur peut-être encore des personnes qui sont encore vivantes et qui peuvent apporter des témoignages. Oui. Ou est-ce que finalement elle ne sert plus à rien, alors, cette instruction? Oui, alors peut-être que l'affaire Bembarka peut aussi servir de détonateur, de catalyseur à une prise de conscience sur la réalité du système et du régime marocain qui n'a pas réellement bougé depuis les années 60. Aujourd'hui, il y a une forte aspiration du peuple marocain à plus d'ouverture, plus de démocratie, plus de dignité. On le voit tous les jours, il y a des manifestations tous les jours. Aujourd'hui, au nom du peuple marocain, le Marzen prend des décisions, normalisation avec l'entité sioniste. Il va au bout de sa logique. Hein. Oui, alors violation massive et systématique des droits de l'homme, verrouillage politique, verrouillage médiatique. Complicité dans le génocide. Aujourd'hui, le Marzen considère le Maroc comme sa propriété privée. Toutes les entreprises appartiennent soit à la famille royale, soit aux membres proches de la famille royale. Aujourd'hui, ce genre d'affaires peut effectivement, demain, susciter une réelle prise de conscience et pourquoi pas provoquer quelque chose qui permettrait à ce peuple marocain de s'émanciper davantage. Et c'est d'autant plus qu'aujourd'hui, le régime marocain persécute ses opposants. Il suffit juste de voir Omar Radi, qui a été longtemps jeté en prison avant sa libération récente, Adnan Filali et son épouse. Franco-marocain, mais dont on ne parle pas beaucoup en France. Et Adnan Filali avec son épouse, qui sont, somme toute, persécutés. Et, le Rifin. Voilà, sans parler de... J'ai oublié. Zafzafi, qui a été jeté pour 20 ans en prison pour avoir juste demandé des hôpitaux et le droit de l'emploi pour ses compatriotes. C'est la bête noire du régime marocain, du régime de Marzen. C'est le socialisme. C'est ce partage, cette notion, ce concept de partage. Et surtout l'égalité. Ils ont horreur de cette terminologie d'égalité parce qu'il faut rappeler qu'au Maroc, il y a cette holding royale et quand vous allez faire vos courses, acheter votre lait, etc., donc vous payez une dîme au roi et finalement à son entourage. Il ne faut pas oublier que le Maroc est le pays le plus inégalitaire en Afrique. Ouais. Vous voulez avoir une idée des chiffres, mais ça, c'est indiscutable. Moi, j'ai vécu un peu au Maroc. Ce qui est choquant, moi, ce qui m'a choqué, vous voyez des pauvres dans la rue, ça arrive dans toute l'Afrique, on dira. Vous voyez des enfants qui dorment dans la rue, là, ça fait mal au cœur, c'est des Marocains. Ils sont chez eux quand même. Mais ce qui est le plus marquant, moi, c'est que des gens ont normalisé quelque chose de délirant. Je marchais dans un quartier, et puis là, on me dit, attends, ça, c'est la montagne des milliardaires. 5 minutes plus tôt, je vois des enfants qui dorment la tête dans la rue en train de se droguer avec de la colle. Et on me parle de montagne des milliardaires. Mais on est dans un pays pauvre, c'est pas un pays riche. Comment on peut afficher des milliardaires dans un pays où on ne prend pas en considération les pauvres qui C'est le pays des paradoxes. C'est le pays des extrêmes. On est pire qu'en Inde. Parce que l'Inde, encore, c'est normatif, c'est un principe. Il y a un système de caste qui a disparu légalement, mais qui existe. Donc c'est un truc qui est très ancien. Au Maroc, c'est installé que récemment. Avant, c'était pas comme ça, avant que l'IOT nous crée cette monarchie. Donc c'est quand même très inquiétant. D'ailleurs, le tremblement de terre d'El Haouz a permis, ce tremblement de terre. Rien n'a bougé depuis. Tout à fait. Et ça a permis de voir qu'en réalité, qu'il y a une extrême pauvreté au Maroc et qu'il y a une façade qui est construite sur 2-3 La façade maritime est très belle. C'est-à-dire la bande côtière, un peu Tanger, Casablanca, tandis que l'arrière-pays est plongé au Moyen-Âge. Dans la misère. Voilà, et dans une misère noire. Et pour vraiment terminer sur cette affaire Bembarka, est-ce que vous pensez que cette affaire aurait dû ou pourrait encore atterrir au niveau des juridictions internationales, même si on sait ce que vaut aujourd'hui le droit international avec tout ce qui se passe, avec les remous de l'actualité internationale. Mais enfin, est-ce que cette affaire pourrait encore faire l'objet d'une instruction au niveau des juridictions internationales pour obliger, au même titre que ce qui s'est fait pour le Sahara occidental, au niveau par exemple de la Cour européenne de justice, est-ce qu'on peut mettre la pression aujourd'hui sur le Maroc, même si c'est, je sais, très compliqué,
pour mettre la lumière. On a une dictature absolue, mettre une pression, c'est compliqué. Mais ce qui est certain, c'est que pour la symbolique, oui, ça pourrait monter, ça pourrait marquer l'histoire. Hein, oui, aussi. S'il y a une décision qui était rendue. Oui. La problématique principale dans cette affaire, c'est qu'on sait ce qui s'est passé. On sait à peu près, de façon assez précise, qu'on a fait. Il a été assassiné dans des conditions atroces, avec des barbouzes français, avec des voyous. Il y avait aussi pas des criminels, mais des criminels, on peut dire. Des bandits, pour être très précis, c'est un terme exact, des bandits. Donc, tout un tas comme ça d'agents qui étaient dormants et qui agissaient. Et la problématique qui se pose, c'est pas de savoir s'il était assassiné et comment il était assassiné. C'est qui a donné l'ordre et qui est responsable. Or, on a fait sauter les lampistes, et je rappelle, c'est quand même extraordinaire. Même les types qui ont été condamnés, 7 ans, 8 ans, mais pour un meurtre, c'est 8 ans, avec des actes de torture, c'est 20 ans, c'est la perpétuité. Donc ça prouve que ce sont des lampistes qui étaient là juste pour essuyer les plâtres. Ils avaient été exfiltrés d'ailleurs. Oui, mais ce ne sont pas eux qui sont les donneurs d'ordre, c'est juste les armes. Celui qui donne l'ordre, c'est lui qui est responsable. Il y a Koufkir qui a pris perpète. Oui, tout à fait, même Koufkir. Ils pouvaient les prendre. Voilà donc ce qu'on pouvait dire. Merci messieurs sur cette affaire. Merci Gamal Abina, merci d'avoir été avec nous. Journaliste spécialisé. Merci à nos consultants Zine Sharfaoui et Sami Kaidi. Merci messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous le disais dans cette émission spéciale consacrée à l'affaire Ben Barka qui continue aujourd'hui encore de susciter l'émoi et de nombreuses interrogations. Je vous souhaite une excellente suite des programmes. Au revoir et à bientôt.